Les gars, encore une nouvelle journée et encore une nouvelle rechute pour le Bitcoin et les cryptos. Alors au cours de cette vidéo, il faut que je vous explique la situation actuellement sur les marchés. On va discuter du plus court ainsi que du long terme et surtout, je vais vous dévoiler les raisons pour lesquelles on essaye de vous induire en erreur actuellement, ainsi que les événements imprévus et surtout totalement dingues de ces 24 dernières heures. Je vous tiendrai au courant au sujet de tout ceci. Je vous parlerai bien sûr également de mes propres opérations, comment je trade actuellement. Alors restez par ici du début jusqu'à la fin pour ces infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, allons droit au but. Comme vous pouvez le constater, le Bitcoin est une fois encore en train de rechuter. La tendance est encore une fois très claire. On n'a pas réussi, à enrayer la tendance baissière. On n'a pas réussi à former un nouveau sommet plus haut. Donc, on va maintenant pouvoir, être attentif. Est-ce qu'on clôture comme ceci? Ça signifiera également qu'on atteint un creux plus bas et un sommet plus bas. Et il semblerait probable qu'on clôture comme ceci, pour le coup, qu'on atteigne un creux encore plus bas. Donc, ça confirme la tendance baissière au minimum au plus court terme. Ça se poursuit très clairement. Comme vous pouvez le constater, la bougie a clôturé comme ceci. En fait, la ligne orange a tenté de la supporter hier, mais aujourd'hui, la chandelle a une fois encore ouvert en rouge. Alors, on va pouvoir constater si elle clôture de la même manière. Ça semblerait probable pour le coup à ce point. Si c'est le cas, ça signifierait une nouvelle fois qu'on perd cette structure. Ça signifierait que le cours est inférieur au creux précédent, même tout ceci. Donc, ça a décréé une nouvelle tendance à la baisse, encore plus bearish que la précédente, ce qui est considéré comme un signal extrêmement négatif. On observe légèrement également une tendance baissière ici, même sur un intervalle très court. Donc c'est un petit peu ce que je surveille actuellement. La tendance a l'air bearish au court terme pour le Bitcoin, on va pas se le cacher, mais beaucoup de personnes me demandent comment je fais pour rester aussi calme alors que le Bitcoin, tout est en train de s'effondrer et que tout a l'air perdu. Les gens pensent même que le marché est terminé. La réponse c'est la même que celle que je vous donne depuis le départ de ce cycle. Je ne pense pas que le pic a été atteint. Peut-être que ce sera le cas tout à la fin de 2025, mais pour moi, le scénario le plus probable, mon scénario de base, ça a toujours été que le pic se situera quelque part vers le milieu de l'année de 2026. Donc, jusqu'à ce moment-là, effectivement, il y aura des replis. Ça signifie simplement, que j'achète à la baisse pour plus de profit par la suite. Mes stratégies de trading, pour le coup, grâce à la volatilité, génère plus d'argent, même si les positions qu'elle hold sont en train de descendre. Ça ne me dérange pas du tout, je dois juste être préparé pour la volatilité et m'assurer de ne pas me faire liquider, c'est tout. Mais voilà, pour le coup, une petite légère rechute, ça ne me fait pas peur parce que je récupérerai mes pertes une fois que le cours va pouvoir remonter, ce dont je suis toujours absolument convaincu pour la fin de ce cycle. Donc voilà. Au plus court terme, c'est ce que je surveille. Alors du côté de l'Ethereum, pour le coup, c'est la même chose vraiment partout. En fait, les altcoins ont chuté encore plus que le Bitcoin. L'Ethereum a également baissé de sa structure. Solana a clairement cassé sa structure. BNB, même chose. La consolidation donc qu'on observe se traduit maintenant par des chutes importantes. Tous les altcoins sont en train de perdre leur support. Donc ouais, vous pouvez voir que c'est juste du rouge absolument partout. Alors, on a quelques cryptos, surtout basés sur la confidentialité. On a Dash, Zcash, on a Decred qui est également en vert aujourd'hui, mais à part ça, l'ensemble des marchés des cryptos est en baisse. Les marchés traditionnels aussi, grosse chandelle rouge à la baisse. L'or, pour le coup, essaie toujours de franchir ma zone orange ici, sans y parvenir pour le coup, donc on verra ce que ça donne. Mais avant que je vous explique pourquoi les gens essayent de vous tromper, vous devez comprendre pourquoi on est bel et bien en train de chuter actuellement. Déjà, on va examiner mes stratégies de trading. Actuellement, on est en hausse de 350 000. Alors, beaucoup des gains, souvenez-vous, j'étais en hausse de, je pense, 3 millions de dollars il y a quelques semaines seulement, et maintenant, je suis en baisse, je suis en hausse de 350, mais j'ai perdu plus de 2 millions et demi de dollars en gains en l'espace de quelques semaines. Mais voilà, en quelque sorte, je n'ai pas vraiment perdu cet argent parce que, une fois qu'une nouvelle tendance haussière va pouvoir se dessiner, ça signifie simplement que mon seuil de rentabilité sera encore plus bas que la dernière fois. Je prendrai donc mes bénéfices à mesure que le marché va pouvoir remonter. Donc, je réalise plus de profits chaque jour qui passe et je reste convaincu que les gains, que le prix va augmenter. Donc si la situation devenait négative, ce qui n'est pas nouveau par le passé, ça m'est arrivé à maintes reprises que mes stratégies soient dans le rouge, je les ai simplement maintenues ouvertes et ça m'a permis de surperformer par rapport au marché parce que ça signifie que j'achète à la baisse et je prends mes bénéfices une fois que le marché peut remonter. Donc ça ne m'inquiète pas et même si ça devait passer dans le rouge, pour le coup ça ne m'inquiète pas, il faut juste que je m'assure de ne pas me faire liquider, ça doit être la priorité absolue lorsque vous tradez avec du levier. Donc tant que je parviens à maintenir une marge, je serai serein.
Voilà, c'est ce que je fais personnellement avec mes transactions. J'ai aussi également quelques positions ouvertes du côté de Tabit. J'ai ouvert une position Bitcoin pendant la baisse. J'ai également une position sur Bitpanda. Alors, si vous voulez utiliser, ceci étant dit, mes stratégies de trading, donc toutes ces positions avec les bots, grâce au pullback important que vous observez actuellement, eh bien, vous pouvez évidemment acheter à des prix bien inférieurs. Si ça vous intéresse, c'est pas un conseil financier, vous le savez, mais vous pouvez vous inscrire sur Pionex ici. Vous aurez des bonus de dépôt et ensuite vous avez mes principales cryptos. Personnellement, je vous recommanderais de vous concentrer sur celles-ci seulement pour le moment parce que ce sont vraiment les seules cryptos en lesquelles j'ai vraiment confiance. Je suis convaincu qu'elles seront encore présentes durant le prochain cycle. Quant aux autres altcoins, eh bien, vous trouverez également le lien de ce côté. Beaucoup d'entre eux, par contre, vont chuter jusque 0 et ne jamais remonter. Donc, soyez très prudents avec ceci. Voilà. Pour ce qui est de mes cryptos principales, eh bien, j'ai vraiment une grande confiance en ces projets. Donc, je vais les utiliser sur ce marché, même potentiellement au cours d'un bear market pour générer plus de gains grâce à la volatilité. Alors, si vous souhaitez trader manuellement, Tabit est vraiment une excellente plateforme pour ce faire. Elle est disponible dans de nombreux pays différents et offre les meilleurs bonus de dépôt actuellement. Donc, cliquez sur le lien Tabit de ce côté et ensuite, eh bien, vous avez les autres plateformes d'échange également accessibles de ce côté. Alors, ceci dit, ce fameux Garrett, le grand insider, la whale, est de retour et il a renforcé ses positions longues du côté du Bitcoin et Ethereum. Alors, cette whale était extrêmement bearish précédemment, pour le moment il est légèrement en perte, mais on verra bien. N'oubliez pas que cet investisseur a un historique extrêmement impressionnant de gérer ses transactions avec un profit. À ce jour, il a engrangé près de 100 millions de dollars sur cette plateforme hyper liquide grâce à ses transactions, et de plus, il possède déjà plus de 2,2 milliards de dollars en Bitcoin. Donc, son exposition au Bitcoin est déjà plus que considérable actuellement, mais il continue toujours de trader pour tenter d'accroître ses gains. Donc, je surveille ceci de très près. La dernière fois, il a été gagnant, donc on verra. Alors par ailleurs, Sisi a publié un message inhabituel. Il a déclaré que le marché est en proie à énormément de FUD. Les gens souffrent, sont nerveux et anxieux. Les grands investisseurs, pour le coup, en profitent, alimentent cette volatilité et engrangent les profits à la place du retail. Apprenez à vérifier vos informations et consultez des sources officielles, nous dit-il. Alors, je pense que ce qu'il veut dire actuellement, c'est que n'importe qui dans le milieu de la crypto sait ce qui se trame en coulisses. Il s'agit de Sisi, pour le coup, qui affirme que le marché a énormément de FUD, que les gros investisseurs essayent de vous berner et d'en profiter pour, eh bien, amasser encore plus de crypto. Alors, je vais un peu voir où ceci va nous mener. Est-ce que c'est sa façon de vous dire de ne pas surréagir aux baisses que vous observez ? Peut-être, ou peut-être que ce serait le contraire. Enfin, affaire à suivre. Pour le coup, il y a quelques semaines également, il y a peut-être une semaine, je pense, ouais, peut-être pas tant que ça, une semaine, je vous ai parlé de Michael Saylor. Attendez, je peux pas vous retrouver là, peut-être que c'était celle-ci. Bon bref, quoi qu'il en soit, Michael Saylor avait publié un tweet il y a quelque temps en disant que la volatilité était une aubaine ou quelque chose comme ceci, un don pour ceux qui y croient ou quelque chose comme ceci. Dans cette vidéo, je vous expliquais que généralement, lorsqu'il publie ce genre de tweet, ce qui est déjà arrivé par le passé, on observe un pullback du Bitcoin et c'est ce qui s'est passé une fois de plus. Donc, alors attendez, je vais essayer de retrouver ce tweet que j'ai publié. Ouais, j'ai aussi retweeté ça pour le coup il y a un petit moment. Et ensuite on pourra voir la prochaine fois qu'il va nous dire la même chose. On a de plus en plus d'occasions où finalement ça a été un bon signal. Et en tout cas, il serait important d'en être conscient. Si Michael Saylor pourrait être au courant de quelque chose et nous donner peut-être des indices sur le prochain gros mouvement du Bitcoin et des cryptos. Ceci dit, l'or a enregistré une sortie nette record de 7,5 milliards de dollars rien que la semaine dernière. La semaine précédente, on avait observé une entrée record de 8,5 milliards de dollars, donc beaucoup d'argent a été investi dans l'or, ce qui explique la forte hausse et puis rechute qu'on a vue dernièrement. Donc les investisseurs ont pris leurs bénéfices, d'où ces énormes sorties actuellement. Mais voilà, j'aimerais bien également vous montrer autre chose parce que déjà l'or c'est bien, mais si vous regardez le marché boursier indexé sur l'or, donc la ligne verte que vous avez ici, et donc le marché boursier est en bleu, donc c'est le marché boursier comparé à l'or, et précédemment, lorsqu'on a observé un sommet, en tout cas si on a eu un sommet, l'or a tendance à surperformer par rapport au marché boursier. Alors, que s'est-il passé lors des précédents pics sur ce graphique ? Bien, regardez par exemple ici de ce côté en 1931, on a constaté 10 années de stagnation, ok, donc le marché boursier n'a pas été extrêmement performant à l'époque. De même, vous pouvez voir ici qu'on a 1972, où on a également abandonné les talons or, donc l'or a largement surperformé par rapport aux actions. Ensuite, on a eu de la stagnation. Dans les années 2000, on a observé un phénomène assez similaire. Donc, le marché boursier a atteint un sommet et puis l'or a commencé à surperformer. Le marché boursier a connu ensuite de fortes fluctuations à la hausse ou à la baisse assez agressivement. Alors, maintenant, si jamais on observait un pic du côté du marché boursier par rapport à l'or, eh bien, ça pourrait signifier, une fois encore, que les actions vont principalement évoluer latéralement. Alors, qu'est-ce que ça pourrait impliquer pour nous ? Eh bien, probablement le fait que le Bitcoin
probablement pourrait latéraliser et voir une légère hausse qui serait évidemment favorable à mes stratégies trading. La gamme va donc continuer à augmenter, je n'ai aucune raison de changer d'avis à ce sujet, mais je tenais simplement à souligner ce graphique qui indique qu'on pourrait observer une période prolongée de majoritairement, pas grand chose pour le coup, comme souvent dans l'histoire, lorsque l'or, ou plutôt les marchés boursiers, atteignent leur pic par rapport à l'or, on a tendance à avoir majoritairement de la latéralisation. Alors, sinon, quelques petits problèmes que j'aimerais mentionner. Hier, Balancer a été victime d'une cyberattaque. Les pirates ont retiré environ 150 millions de dollars d'actifs de la plateforme. Alors, on avait vraiment pas besoin de ça pour le moment. Cet incident érode encore la confiance dans les cryptos et la DeFi en particulier. Pourquoi ? Parce que Balancer existe depuis, je pense 5 ans, quelque chose comme ceci, et finalement, quelqu'un a réussi à le hacker. Malgré de nombreux contrôles et audits, la plateforme s'est fait anéantir. Donc, voilà. Par conséquent, la confiance dans la DeFi, une fois encore, est ébranlée et de nombreux investisseurs vont retirer leurs fonds des protocoles DeFi, certainement. Par ailleurs, un Stream Finance qui proposait un stablecoin, ou du moins ça aurait dû être un stablecoin pour le coup, mais il s'est effondré ici. Un gestionnaire de fonds externe supervisant les fonds de Stream a annoncé la perte d'environ 93 millions de dollars d'actifs de ce côté. Donc, le stablecoin a été suspendu, malheureusement. Le prix a énormément chuté. Et bon, c'est normal, ça devrait pas arriver comme ceci, mais lorsque autant de personnes perdent confiance en un seul moment, bon ici 1,27$, je connais pas trop les mécanismes, mais voilà, 1,27$, visiblement c'est son prix normal, et maintenant on est tombé à 48 cents. Voilà, énormément de personnes pensent que ce n'est plus adossé aux actifs comme ça devrait l'être et qu'elle va rechuter jusque zéro, donc je sais pas trop, j'ai jamais trop regardé à ça, mais on verra bien. Le principal enseignement, c'est qu'on subit encore les conséquences de l'énorme crash du 10 octobre, et comme je vous le disais, on peut pas savoir tout le monde qui est touché directement. Cette énorme liquidation, beaucoup de personnes ont tout perdu, beaucoup de fonds ont été perdus, beaucoup de plateformes sûrement d'échanges ont été touchées, beaucoup de personnes ont tout perdu et ont subi encore les conséquences de ceci. À mon avis, on n'a pas fini de savoir les implications, et ça explique aussi la vague de vente que l'on observe actuellement dans le monde des cryptos, parce que beaucoup de personnes ont vu leur crypto diminuer automatiquement. Donc en fait, le désendettement automatique, en fait, c'est ce qui se produit lorsque, si je suis short et que j'ai un solde de créditeur important, qu'il y a un crash important, pour le coup je suis vendeur, mais ensuite je gagne l'argent, bien sûr, mais la plateforme d'échange peut clôturer ma position avant que le prix n'atteigne son point le plus bas. Prenez par exemple le Bitcoin. Ce phénomène, pour le coup, ne se produit pas nécessairement avec le Bitcoin parce que l'actif est très liquide, mais imaginez que l'Ethereum soit à $4000 et je suis en train de shorter le marché. Si l'Ethereum chute à, disons, $3000, donc une chute de $1000, la plateforme pourrait clôturer ma position à $3500 et je ne réalise pas l'intégralité de mon profit jusqu'aux $3000. Pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ceci ? Pour diverses raisons, notamment parce que le carnet d'ordre est trop peu rempli. En fait, en résumé, le carnet d'ordre ne contient pas assez d'ordres d'achat ou de vente pour couvrir vos ventes. N'oubliez pas que si vous vendez à 3000, quelqu'un doit les acheter, et s'il n'y a personne pour acheter à ce prix, c'est pour ça que la position est clôturée avant, tant qu'on atteint encore un prix où on a des acheteurs. Donc ça signifie que certains fonds qui utilisent par exemple des stratégies de trading qui pourraient être fortement exposées, imaginez qu'ils détiennent, $1 million en Bitcoin et qu'ils soient également en train de shorter pour l'équivalent de $1 million. Normalement, avec les fluctuations de prix, ça ne serait pas affecté parce que une hausse de 1%, ça leur ferait perdre 1% sur la position longue, mais leur gain sur la position courte compense. Bref, mais en cas de forte chute, le fonds détient toujours en quelque sorte $1 million en Bitcoin. Or, leur effet de levier est automatiquement réduit, donc vous commencez à comprendre le problème, on a un gros écart de ce côté, donc si un crash plus important survient, leur effet de levier est automatiquement réduit à un prix bien plus élevé, ce qui les empêche de se couvrir intégralement. En gros, je pense que c'est ce qui est arrivé à beaucoup de ces gros investisseurs. Ils avaient des positions short pour couvrir leurs positions longues, mais étant donné que ces positions étaient déjà fortement en train d'utiliser du levier, ils détenaient des actifs et devaient s'en débarrasser, et c'est pour ça qu'on a eu vraiment une énorme vague de vente au cours de ces derniers temps, à mon avis. Alors oui, effectivement, on a des gros investisseurs, des whales qui se débarrassent simplement de leur Bitcoin, qui dumpent sur le marché libre. Si vous regardez l'année dernière, pour le coup, on peut constater que plus de 40 milliards de dollars ont été vendus par les holders au plus long terme. Non, attendez, je raconte n'importe quoi, pas l'année dernière pour le coup, mais rien que le mois dernier. Donc 40 milliards de dollars vendus par des whales, les holders au long terme. Les ETF n'ont progressé que de 2,4 milliards de dollars. Alors qui a acheté ces 37 milliards de dollars restants en Bitcoin ?
Eh bien, je pense qu'il y a forcément quelqu'un dans les coulisses qui absorbe la majeure partie de cette offre parce que le prix n'a pas autant diminué finalement. Donc, il est important également de noter que malgré la distribution énorme de la part des holders qui étaient assez en avance, la demande d'achat reste toujours forte. Donc, viendra un jour où les détenteurs au long terme auront épuisé leur stock de Bitcoin, espérons ensuite que la demande se maintienne et que le Bitcoin continue sa progression une fois qu'on aura manqué de vendeurs. Sinon, concernant l'effet de levier, on a de nombreuses spéculations qui ont circulé selon lesquels Wintermute, qui est l'un des plus gros teneurs de marché des market makers, aurait été fortement impacté par le crash et aurait intenté un procès à Binance. Alors ici, il semblerait que ce soit le PDG de Wintermute, ou fondateur ou PDG, qui a déclaré, eh bien, rien n'a changé depuis ce tweet. Nous n'avons jamais envisagé de poursuivre Binance et nous n'en voyons aucune raison à l'avenir. Bon, voilà. Ok, c'est le tweet. Il y a énormément de spéculations en ce moment concernant les personnes réellement touchées par ce crash. Souvenez-vous aussi qu'avant FTX, on avait des tweets très rassurants comme ceci, donc ça ne veut rien dire en quelque sorte, même si je veux pas répondre de faute bien sûr, mais tout le monde a été touché. Alors quelles sont les parties qui ont été trop gravement touchées? Qui est insolvable actuellement? Eh bien, on attend de le savoir. Sinon, je voulais vous montrer ce graphe de Benjamin Cohen. Il s'agit d'un graphe d'indice de toutes les cryptos, ce qui signifie que, eh bien, on a les altcoins, donc leur performance comparée au Bitcoin, et vous pouvez voir que le Bitcoin surperforme constamment le reste du marché depuis plusieurs années. Bien sûr, certains altcoins se portent bien, d'autres connaissent des hausses plus soudaines, mais globalement, le Bitcoin voit de meilleures performances que le reste du marché. Alors, auparavant, on a atteint un creux à 0,25 avant de voir une alt season. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en gros, combien les altcoins pourraient-ils encore perdre par rapport au Bitcoin pour atteindre ce plancher des 0,25? En tout cas, si on part du principe que ce sera à nouveau le point le plus bas, eh bien, ça signifie, pour faire simple, qu'on a une nouvelle baisse de 30% pour les altcoins par rapport au Bitcoin à venir. Attention, il s'agit d'une comparaison avec le Bitcoin et non du dollar. Donc, si le Bitcoin chute de, je sais pas, par exemple, 20% par exemple, eh bien, les altcoins pourraient chuter de 30% supplémentaires, donc gardez ça à l'esprit. Mais par contre, si le Bitcoin, disons, augmente de 30% et les altcoins ne bougent pas, ça marche aussi. Voilà, la tendance des altcoins est à la baisse depuis des années, c'est pour ça que je suis très sélectif quant aux projets que je trade, mais selon moi, eh bien, ces cryptos resteront performantes jusqu'au prochain cycle. Voilà, ceci dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo a pu vous apporter des informations utiles et qui va faciliter votre prise de décision dans un marché qui est très difficile actuellement. N'oubliez pas de regarder les liens en description, et sur ce, merci d'avoir regardé, et moi je vous dis à la prochaine.